Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier événement déprisonné du mois de mai, Déprisonnons la commune, donc organisé par la Maison du patrimoine oral de Bourgogne avec le média Odile qui nous permet de pouvoir diffuser des conférences notamment. On accueille Nadia Méninger avec nous aujourd'hui. Donc Nadia Méninger est une militante qui lutte contre la prison depuis de nombreuses années, en même temps qu'elle anime quotidiennement sur la radio libre Fréquence Paris Pluriel une émission qui documente l'actualité des luttes sociales au plus près de celles et ceux qui les font vivre. Elle est investie depuis les années 80 dans les luttes pour l'abolition de l'isolement carcéral. Nadia participe au lancement de Parloir Libre, une émission de radio hebdomadaire qui donne la voix aux prisonnières et prisonniers et relaie leurs combats et revendications à l'extérieur des prisons. En 2000, Nadia participe à la création, et pendant plusieurs années, aux activités du collectif L'Envolée, qui anime une émission de radio et publie régulièrement un journal pour se faire le relais de la parole, du vécu et des luttes carcérales. En 2015, Nadia publie un recueil de lettres et de témoignages qui raconte la vie de Thierry Chadby, un homme qui participa activement au mouvement de prisonniers des années 80, une vie qui raconte toute la violence et les conséquences désastreuses que peuvent faire peser 25 ans d'incarcération, dont 13 ans en quartier d'isolement. Et Nadia est venue nous raconter comment la prison est aujourd'hui encore utilisée pour faire taire. Et cette question nous intéresse beaucoup à la Maison du patrimoine oral de Bourgogne, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse se parler, justement. Alors, merci d'être venue, Nadia. Merci de passer ce moment avec nous. Je voulais commencer, si tu veux bien, par lire le tout début de ton livre, voilà, celui dont je viens de vous parler, lié à l'emprisonnement de Thierry Chadby et d'autres d'ailleurs. Il y a d'autres paroles dans ce livre qui nous permettent de comprendre de l'intérieur ce que ça veut dire, l'emprisonnement. Et je vais juste commencer par le tout début. Vous savez, c'est la toute première page écrite en italique qu'on lit jamais, souvent, dans les livres. Parce que c'est la préface. Bon. De nombreux détenus sont passés par les quartiers de haute sécurité, QHS, d'isolement, QI, de sécurité renforcée, QSR, de plus grande sécurité, QPGS, d'unité de vie particulière, UVP. Autant d'appellations créées par l'administration pénitentiaire qui témoignent pourtant d'une seule et même logique de surenchère dans l'enfermement, de destruction par l'isolement. Ces quartiers sont dédiés principalement à une catégorie de prisonniers désignés comme dangereux par l'institution judiciaire ou pénitentiaire, en fait des récalcitrants, des protestataires, des révoltés, étiquetés, détenus particulièrement signalés ou surveillés, DPS. Chaque établissement, de la maison d'arrêt jusqu'à la maison centrale, possède aujourd'hui son quartier d'isolement et en fait usage. Pas d'échappatoire. Il sort et il sortira de ces quartiers des êtres haineux, aigris, révoltés, dangereux ou cassés, voire anéantis. J'ai presque envie de commencer par le fait que cette préface a été écrite par Michel Chaïevski, qui était une des personnes qui appartenait à la bande de Mesrine. Et il m'a fait l'honneur d'écrire la préface, puisqu'il a été lui-même en quartier d'isolement, et il a connu Thierry Chadby. Et du coup, ça nous ramène à cette histoire de mémoire, de la mémoire des luttes, de la nécessaire transmission des luttes ouvrières, carcérales, pour essayer à la fois de comprendre ce qui a été fait et puis voir ce qu'on peut faire. Et là, il se trouve que Thierry, lui, est incarcéré un peu entre les deux, c'est-à-dire fin des années 70, début des années 80. Comme vous le savez, dans les années 70, il y a eu énormément de mouvements de lutte à l'intérieur des prisons qui étaient extrêmement relayés
par l'extérieur, à l'extérieur, par à la fois, on les connaît, hein, c'est-à-dire Michel Foucault, Sartre, tout un tas d'intellectuels qui, suite à la guerre et suite au fait qu'il y avait eu des incarcérations, des évasions, des luttes, etc., avaient connu la prison et connaissaient sa rigueur, sa dangerosité pour l'être humain. Et du coup, il y avait toute une réflexion sur la question notamment de l'incarcération des enfants, mais aussi de l'incarcération tout court. Et tout un tas d'intellectuels, la revue Esprit, etc., ont participé à cette réflexion, c'est-à-dire beaucoup plus large. C'est quoi la prison? À quoi ça sert? À qui elle sert? Qui va en prison? Et comme à l'intérieur des prisons dans les années 70, mais pas seulement à l'intérieur des prisons, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir le lien qu'il peut y avoir entre les luttes sociales à l'extérieur et les luttes qu'il y avait à cette époque à l'intérieur des prisons. Et de la même manière, et incluant cette dimension de la punition, de l'incarcération, de l'enfermement, de l'isolement, le mouvement à l'extérieur s'est intéressé à ces questions-là, ce qui est moins le cas d'ailleurs aujourd'hui, mais peut-être parce que d'une manière générale, les mouvements sont beaucoup moins politisés, ils se cherchent. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais entre autres, le mouvement des Gilets jaunes nous a beaucoup appris de choses ces dernières années et nous a aidé à nous repolitiser, à mon sens. Mais pour en revenir donc aux années 70, parce qu'on parlait de la question de l'encellulement, mais jusque dans les années 70, il y a encore des salles communes où les prisonniers vivent ensemble, et ça dure jusque dans les années 70. Il faut attendre la construction des nouvelles prisons pour avoir vraiment un encellulement dur. Mais ceci dit, en passant, aujourd'hui les normes elles sont autour de 9 mètres carrés pour les prisonniers, et en ce moment même là où nous parlons, il y a 4-5 prisonniers parfois par cellule, tellement le gouvernement est rigoureux, extrêmement dur. On verra par le renforcement de ces lois qui incarcèrent énormément à la fois de petits délits. Ça aussi, je vous en parlerai, c'est-à-dire que ça fait beaucoup de choses. Je ne veux pas trop vous donner d'infos en même temps pour pas que ça noie le propos, mais donc aujourd'hui, les cellules sont complètement surchargées et l'encellulement individuel, il est dans les mitards, dans les cellules de punition ou les cellules d'isolement, et parfois en centrale, c'est-à-dire pour les prisonniers qui sont incarcérés pour des peines très très longues, pouvant aller aujourd'hui jusqu'à 30 ans de prison, voire plus. Sans ça, en maison d'arrêt, en préventive, les prisonniers sont les uns sur les autres. Il y a des matelas par terre. Enfin, c'est une véritable catastrophe au niveau des conditions d'incarcération aujourd'hui en France. Mais tout à l'heure, je vous parlais de la transmission des luttes, et j'avais juste envie de revenir, parce que moi, je viens un peu dans cette histoire-là, parce que mon frère est incarcéré, donc ça m'intéresse. Je me sens la nécessité de comprendre cette institution, à quoi elle sert, pourquoi il y a des luttes à l'intérieur, qu'est-ce que réclament les prisonniers, comment faire le lien avec l'intérieur, l'extérieur, qui va en prison, pour quelles raisons, qu'est-ce que ça veut dire du monde dans lequel on vit, c'est quoi la délinquance, qui la produit, pourquoi il y a de la délinquance. Enfin bref, je me pose toutes ces questions et j'essaye d'y répondre avec un collectif de personnes, et on fait une émission de radio hebdomadaire pour pouvoir être en lien avec l'intérieur, puisque donc dans les années 80 il y a plein de luttes à l'intérieur, et donc la radio permet de transgresser la censure, c'est-à-dire les ondes, elles sont entendues à l'intérieur, ils peuvent nous écouter, on peut lire des témoignages, on peut lire des appels à mouvement, et ça passe par les murs, à travers les murs, et on crée comme ça tout un réseau à la fois de prisonniers qui écoutent, qui nous écrivent régulièrement, d'avocats, de familles, pour pouvoir faire sortir de l'intérieur les informations. Parce que moi, je reste convaincue que ce qui est important, c'est la parole des premiers concernés. Là, on le voit à travers les luttes de la commune, mais d'une manière générale, ce qui est important, c'est cette parole brute, cette parole
cette parole vivante des gens qui se révoltent et qui remettent en question leurs conditions et qui essayent de transformer le monde, leur situation à eux, mais aussi plus largement les raisons qui les ont poussés à vivre ce qu'ils vivent. Donc du coup, avoir ces témoignages, avoir ces lettres, pouvoir les lire, pouvoir les publier, les transmettre, c'est à mon avis le plus important, c'est-à-dire vraiment de s'associer avec les gens que ce soit des chômeurs, que ce soit des prisonniers, que ce soit des travailleurs, que ce soit, peu importe, il faut partir de la réalité de l'exploitation, de l'enfermement. Et donc nous, on est parti de cette matière-là aussi pour pouvoir essayer de comprendre ce que c'était que l'enfermement, la prison, et voir comment, avec les prisonniers, on pouvait les soutenir devant les prisons, faire passer leur courrier, faire des journaux, essayer de faire passer le plus possible cette information, cette réalité. Parce qu'en fait, nous tous qu'on est, si on écoute juste la télé ou la radio, ce qu'on va garder de ce peuple des prisons, celui d'hier et celui d'aujourd'hui, ça va être ce que veut bien nous en dire les détenteurs du pouvoir, c'est-à-dire mettre en avant des faits divers odieux, en nous faisant croire que la majorité des prisonniers à l'intérieur sont d'immondes assassins, violeurs d'enfants, enfin bon, les trucs les plus terribles, alors que la réalité des prisons, hier comme aujourd'hui, c'est des réfractaires, c'est des gens qui acceptent pas la réalité, qui se battent. On l'a vu pour le mouvement des Gilets jaunes, 1000 incarcérés pour avoir participé à des manifestations et même peut-être d'avoir cassé 2-3 boutiques ou 2-3 machins juste pour se faire entendre enfin. Et voilà, tu vois, c'est ça. Oui. Ce que tu nous disais par rapport justement par rapport aux années 80, c'est que on peut, ou aux années 70 d'ailleurs, c'est qu'il y a une vraie évolution chiffrable. C'est pas que des ressentis, c'est-à-dire dans la durée des peines et le nombre de personnes incarcérées. Et donc effectivement, quand tu parles des Gilets jaunes, c'est aussi l'aboutissement de toute cette évolution. Tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé ? Alors, si on reprend un peu effectivement les chiffres, par exemple, d'incarcération ou de la longueur des peines, parce que juste pour en revenir, suite aux luttes des années 70, comme quoi ça peut servir aussi quand même de se battre et on peut obtenir quand même des choses, mais le pouvoir n'est jamais loin et il concède toujours quelques miettes. Mais dans les années 70, il y a eu un réel aménagement des conditions de détention suite à des mouvements extrêmement durs, puisqu'il y a eu quand même 30 prisons qui ont été détruites par les mouvements de prisonniers et soutenus à l'extérieur. Mais en contrepartie, la répression a été beaucoup plus dure. C'est-à-dire, ils ont institutionnalisé les QHS, les quartiers d'isolement, c'est-à-dire les possibilités de mettre en place des cachots où les personnes sont enfermées 24 heures sur 24 complètement seules, à la merci des personnels pénitentiaires. Et ce qu'on a vu, c'est à partir des années 80, c'est-à-dire à partir du moment où tout le monde a été ravi, enfin apparemment pas, puisque c'était pas la majorité des Français qui étaient pour l'abolition de la peine de mort, mais cependant après la disparition de la peine de mort, le gouvernement l'a immédiatement remplacé par ce qu'on appelle les peines jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'avant les années 81, une peine maximum tournait autour de 15 ans. C'était la peine de perpétuité et les peines de mort commuées étaient de 20 ans. Ok, donc vraiment. Et après 81, donc l'abolition de la peine de mort, on est passé à des peines de sûreté qui allaient de 22 jusqu'à 30 ans. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu en fait une réelle avancée de cette question-là de l'enfermement. Il y a juste eu une modification. Et d'ailleurs, juste quand même pour vous dire à quel point c'était violent la question d'imaginer enfermer quelqu'un jusqu'à 30 ans et plus aujourd'hui, puisqu'on va vraiment dans les nouvelles législations jusque imaginer enfermer à vie un prisonnier ou une prisonnière.
Dans les années 2000 et quelques, il y a des prisonniers de Clairvaux qui ont envoyé une lettre en disant des prisonniers qui étaient, je crois qu'ils étaient 8, et pour tous condamnés à perpétuité, qui ont envoyé une lettre au ministre en disant mais rétablissez la peine de mort pour nous, soyez clairs, honnêtes, si vous voulez nous éliminer, faites-le une bonne fois pour tous, parce que là pour le coup on meurt tous les jours, chaque seconde à petit feu, et pour nous c'est une torture bien plus terrible que la mort. Donc ils ont envoyé ce courrier-là, et je pense qu'il est assez intéressant pour nous faire tous imaginer ce que peut être une vie dans une boîte en béton pendant des années, et jusqu'à quasiment devenir vieux et, enfin, je veux dire, sortir dans ces moments-là. En ce moment, il y a en prison des gens qui ont 75 ans. 75 ans, qui ont vécu toute leur vie à l'intérieur enfermés. Pour eux, ça va vouloir dire quoi de sortir? Ils connaissent plus personne, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de retraite. Enfin, ils vont avoir le minimum vieillesse, mais ils n'ont rien. Ils n'ont plus rien. Donc, à la limite, mourir à l'intérieur, pour eux, c'est presque la seule perspective, quoi. Donc voilà, donc on a vu depuis les années 80, à peu près en même temps, et ça je trouve que c'est important aussi de faire le lien entre la montée du chômage, de la précarité, de la désindustrialisation de la France, et bien en même temps que croissait ce nombre de chômeurs et de précaires, croissait le nombre de prisonniers, puisqu'on est passé à peu près de 40 000 au début des années 80 à 72 000 aujourd'hui. Donc inutile de vous dire, et je pense que c'est important quand même de le préciser parce qu'on ne le dit plus, ce sont des pauvres qu'on enferme dans nos prisons. Ce sont la plupart du temps, et ce serait bien d'avoir justement des listes comme ça, Maurice, machin, chômeur, René... bon voilà, que des petits boulots, parce qu'aujourd'hui la réalité c'est des gens qui alternent petit boulot, période de chômage, petit boulot, période de chômage. Donc cette réalité là, c'est que entre les deux, il y a des fois il faut aller la chercher, quoi. Il faut aller chercher ce dont on a besoin, faut dealer pour pouvoir payer son loyer, remplir son frigo. C'est la réalité de la situation en France, et il faut toujours faire le lien entre la situation sociale, économique et le taux d'incarcération. Essayez de comprendre, et c'est ce qu'on se disait hier, les causes de la délinquance. C'est-à-dire, on ne peut pas en rester uniquement aux conséquences, dire voilà, il s'est passé ça, donc la seule issue c'est on frappe, on enferme, on tabasse dans les manifestations, on éborgne, on mutile. Ça c'est voilà, ça c'est la réponse du gouvernement qui est de plus en plus autoritaire. Mais pour nous, si on a vraiment envie que les choses elles changent, il faut comprendre pourquoi il y a de la délinquance. Qui sont ces délinquants? Pourquoi ils ont choisi ou pas choisi ce type de survie? Et d'ailleurs, enfin, la première chose qui nous a sauté aux yeux quand on a travaillé sur les archives de la prison d'Autun, c'est que c'est une prison de pauvres. C'est la même chose. Enfin voilà, c'est à chaque fois les détails qu'on peut trouver. Voilà, c'est des gens qui, il y en a un qui s'est fait enfermer parce qu'il n'avait pas balayé devant sa porte. Alors on s'est dit mais c'est quoi cette histoire? Comment c'est possible? Mais en fait, c'est plein de petits faits, voler une pomme, voler l'arrosoir du voisin, et les gens ils se retrouvent en prison en fait. C'est très stupéfiant. Et du coup, effectivement, ce constat que les prisons sont quand même beaucoup des prisons pour pauvres. C'est aussi quelque chose qu'on comprend en lisant, en comprenant mieux qui sont les individus, les personnes qui sont emprisonnées. Thierry, par exemple, il raconte un peu sa vie dans ce livre-là par le biais de son interlocutrice, Nadia. Mais il raconte en fait son enfance aussi. Voilà, son enfance chaotique, compliquée, de placement dans des situations institutionnelles très bizarres, etc. Et il dit à un moment, de fait, il y a un fossé entre ce que j'ai vécu et ce que peut vivre le plus grand nombre. C'est tout simplement dur à imaginer pour eux, et donc à comprendre. J'ai été confrontée à l'autorité, qu'elle soit parentale ou institutionnelle.
C'est toujours l'injustice qui m'a révoltée. En réaction à la violence exercée contre moi, je suis devenue ce que je suis. Je me suis musclée, je me suis tatouée, je me suis construit une carapace pour affronter ça. C'est dramatique quand tu l'analyses vraiment. Parce que le but du jeu, c'est sûrement pas ça. Et il décrit vraiment, effectivement, comment on peut arriver à l'inverse effectivement, toutes les institutions de prise en charge des enfants. On le connaît bien aussi dans le Morvan, hein, l'assistance publique, toute cette histoire de prise en charge et d'accueil d'enfants dans des institutions d'État ne vise pas à créer ce type de catastrophe et d'êtres qui se brisent, etc. Mais pourtant, c'est bien ça que ça produit. Et du coup, il y a quand même un bug dans la machine, quoi, à un moment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à travers le parcours de Thierry que dont j'ai voulu parler dans ce livre, en fait, à travers lui, c'est toutes les luttes anticarcérales auxquelles il a participé. C'était vraiment un révolté, un mec à fleur de peau, qui n'avait pas été à l'école et qui a un langage absolument, d'une force. Il n'y a pas un mot de trop, il n'y a pas un mot pour faire joli. Il n'y a que des mots pour frapper, pour dire, pour crier. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé aussi que c'était vachement, très important de restituer toutes ces lettres qu'on a pu recevoir de lui. Et lui, il a été pris en charge par les institutions extrêmement jeune, vers l'âge de 14 ans, je crois. Et après, il a fait tout le parcours institutionnel de prise en charge de l'État de ses enfants. Et c'est une véritable catastrophe dont on est tous quelque part. Je veux pas dire qu'on est responsable, mais il y a et ce dont je me suis rendu compte après en questionnant d'autres prisonniers, c'est que beaucoup de prisonniers qui se retrouvent en centrale, c'est-à-dire dans les prisons pour très longue peine, beaucoup avaient eu le même parcours que Thierry, c'est-à-dire étaient passés par les maisons de correction, les centres de prisonniers pour mineurs, et avaient fait tout le parcours carcéral jusqu'à la fin. Et malheureusement, beaucoup, après avoir fait des peines, là, Thierry, on était autour de 25. Il y a d'autres copains qui témoignent, qui ont fait 30 ans, 25 ans, des peines, à mon avis, complètement infaisables. Et il y en a pas mal d'entre eux, quand ils sortent, alors qu'ils n'ont plus rien, qui se suicident, comme Thierry, puisque c'est ce qui m'a poussé à écrire ce bouquin, c'est que Thierry, quelques mois après sa sortie, parce que en pensant que dehors c'était la liberté, s'est rendu compte que c'était pas vraiment ça, qu'il fallait qu'il fasse la queue à la CAF et qu'il comprenait pas pourquoi les gens disaient rien, pourquoi on était tous des moutons, et il s'est pas senti de place dans ce monde dit libre, et il a préféré se tirer une balle dans la bouche. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi raconter son histoire et à travers lui toute la lutte des prisonniers, quoi. Mais on parlait tout à l'heure des quartiers d'isolement. Et je trouve que c'est vachement important, pas seulement pour les prisonniers, mais pour nous tous. C'est-à-dire que le gouvernement sait très bien que la meilleure façon de nous réduire, de nous tenir, de nous empêcher de parler, c'est de nous isoler les uns des autres. C'est de casser tous les liens qu'il peut y avoir entre nous. Et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment pas mal expérimenté à l'intérieur des prisons avec les QHS, les quartiers d'isolement, et maintenant les régimes différenciés. C'est-à-dire qu'il faut séparer les gens. Il faut ne plus pouvoir leur donner la possibilité de se parler, de s'organiser, de réfléchir ensemble, de mettre en commun leurs réflexions et leurs rêves, peut-être leurs espoirs et leur envie de vivre autrement. Et ça, c'est une réalité qui nous regarde tous, parce qu'à l'extérieur, on se rend compte je suis ravie aujourd'hui qu'on puisse être là, mais de la difficulté d'avoir des salles aujourd'hui pour pouvoir se réunir, de la difficulté, encore pire en temps de Covid, de pouvoir manifester, de pouvoir se retrouver à nombreux pour pouvoir réfléchir, peut-être dire que ça nous plaît pas comme ça se passe, de pouvoir de faire entendre une voix dissidente, de pouvoir critiquer. Là, on sent qu'il y a une espèce de poids là, soit dans les médias institutionnels, les radios, un discours dominant, uniforme, qui nous matraque toute la journée. Et donc ça, c'est la meilleure façon de nous isoler. Et je pense que ça a été, entre autres, beaucoup expérimenté à l'intérieur des prisons. Enfermer quelqu'un dans un cube pendant 10 ans,
sans rapport, sans plus de relations, de rapports sensibles. On appelle ça l'isolement sensoriel, la torture blanche, c'est-à-dire après avoir torturé les corps avant la Révolution, là on tue la conscience, l'esprit, la sensibilité. Et là aujourd'hui, là par exemple, je voulais juste quand même parler d'une chose qui est en train de se passer, qui va se passer demain. Parce que ça regarde sur ce quoi je voulais poursuivre, c'est qu'à l'intérieur des prisons, là, de la même manière qu'à l'extérieur, on voit la violence policière s'exercer d'une manière assez débridée. Hein. On a l'impression que là, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien, il n'y a plus de... Ils y vont, ils sont absous, il n'y a plus de limites. Et ben à l'intérieur, c'est un peu pareil, sauf que c'est derrière des hauts murs. Ça fait qu'il y a ces dernières années pas mal de prisonniers qui se suicident. Donc déjà, c'est de la responsabilité de l'administration pénitentiaire, même s'ils se suicident. Mais en plus, il y a des personnes qui meurent dans des conditions un peu pas claires, quoi. Et là, pour après avoir des témoignages, des éléments pour pouvoir ne serait-ce que porter plainte, c'est extrêmement dur pour les familles. Mais là, depuis quelques mois, il y a eu 2 événements qui me paraissent très intéressants. C'est d'abord à la prison de Meaux, suite à la mort d'un jeune, qui d'ailleurs va s'avérer pas douteuse, mais carrément, il est mort suite à un tabassage de surveillants, puisque des surveillants ont décidé de rompre le silence. Donc il y a beaucoup plus de précision sur les circonstances de sa mort. Donc il y a eu une manifestation de plusieurs centaines de personnes devant une prison. C'est assez rare, parce que en général c'est un territoire militaire, donc c'est difficile d'approcher l'espace, mais il y a eu quand même une grosse manifestation, donc déjà je trouve que c'est pas mal. Il commence à y avoir des liaisons entre les crimes policiers et les crimes qui ont lieu dans les prisons, donc ça aussi c'est une chose qui est quand même pas mal. Et puis là, demain, il va y avoir une manifestation devant la prison de Lyon, puisque un jeune homme, Idir, est mort dans cette prison. Et les parents, en plus de vouloir réclamer vérité et justice, ont demandé la suppression des mitards. Alors, le mitard, c'est la prison dans la prison. C'est-à-dire que quand on commet une faute à l'intérieur, mais ça peut être un outrage, ça peut être avoir du shit en cellule, ça peut être avoir un téléphone en contrebande, ça peut être ces choses-là. On va au cachot. Le cachot, c'est rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de matelas. T'es seul toute la journée. T'es derrière des grilles. Et beaucoup de personnes perdent pied à l'intérieur du mitard. C'est là où se passent les suicides. Parce que voilà, en général, c'est dans les premiers jours, et c'est aussi là que le prisonnier est en dehors du regard des autres prisonniers, où il peut se passer un peu n'importe quoi, en sachant que il suffit que tu pètes les plombs parce que tu craques, et les surveillants qui ne sont pas des psychologues ont des réponses qui ne sont pas adaptées à la situation, et des fois ça peut mal tourner. Il y a d'ailleurs cette histoire de la violence, justement de l'isolement des prisonniers. En fait, ça fait très longtemps qu'on a compris que c'était pas du tout bénéfique. Justement, par rapport à cette question de départ dont je vous parlais, cette prison d'Autun qui se crée sur cette idée pieuse que ça ira mieux si les prisonniers sont complètement isolés. C'était vraiment un isolement complet, hein. Ils sortaient pas pour manger, enfin c'était pour leur bien. Enfin, c'était une idée bureaucratique, voilà. Mais on s'est rendu compte très vite, et on en trouve pas mal de témoignages dans les archives administratives, hein, que ça marche pas. Et qu'en fait, non, en fait, du coup, on va remettre en place des ateliers collectifs parce que c'est le bordel, quoi. Ça va pas du tout de les laisser tout seuls dans les prisons. La situation ne s'améliore pas ni pour eux ni pour les autres. La tension augmente. Donc, du coup, à la prison d'Autun, on va banaliser certaines cellules pour refaire des ateliers collectifs en se disant, en fait, ça sera toujours plus efficace. Donc, ça fait bien longtemps qu'on sait qu'effectivement l'efficacité de l'isolement, c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé au 19e siècle. Et par ailleurs, moi je n'avais pas compris ça,
que en prison, la dernière punition, c'est de nous couper des autres, en fait. C'est ça, c'est vraiment, voilà, c'est l'ultime punition quand on est déjà puni. Ben, en fait, c'est de nous couper, de nous couper de ce qu'on peut consommer, puis de nous couper des autres, de n'avoir plus personne, aucun lien. Ouais, c'est ça. Du coup, on voit bien comme c'est intéressant quand même de comprendre ces questions dans le temps. Ça me fait penser aussi quand tu parles de ces parcours de prisonniers, ça me fait penser à un parcours qui est très connu ici, celui de Jean Genet, qui aussi est passé par toutes ces étapes, voilà, les maisons de redressement, les maisons de correction, machin. Et du coup, bon, aujourd'hui, c'est un homme respecté. Il a une nouvelle prison, je sais pas si on peut dire ça. Mais aujourd'hui, enfin voilà, on a comment dire, on a reconnu tout ce qu'il avait pu apporter à notre culture. Mais on peut pas s'empêcher d'y penser quand tu racontes ces parcours-là, évidemment. Oui. Par rapport à ce que tu disais, Caroline, sur la création d'ateliers collectifs pour pallier aux effets néfastes de l'isolement dont on s'est aperçu il y a plus de 150 ans, moi j'ai pas mal travaillé en prison et une des choses que j'ai entendues un jour de la part d'une détenue de Fleury-Mérogis, c'était « Moi, ce que je rêve, c'est d'accrocher mon linge et d'éplucher une botte de radis. » Et en fait, la réponse à ça, dans le milieu pénitentiaire, ça a été Sodexo. C'est-à-dire que au début des années 90, les détenus travailleurs pouvaient encore travailler en cuisine. Aujourd'hui, c'est les plateaux avions. Et même ce temps collectif-là n'existe plus. Et pour aller dans ton sens et dans celui de Foucault qui lie la question de l'ensemble des institutions, c'est-à-dire l'hôpital, l'école et la prison, Sodexo a remporté tous les marchés, que ce soit de l'école à la prison, dans le 92, en tous les cas, c'est clair. Ben ouais, il y a des marchés, il y a des marchés à prendre. C'est un autre chapitre aussi que tu allais peut-être évoquer, mais qui me paraît absolument essentiel, c'est à quel point la misère en milieu psychiatrique a déteint en prison. Parce qu'actuellement, les maisons d'arrêt sont quand même absolument surpeuplées par des personnes fragiles psychiquement, ou qui le sont devenues, ou qui de toute façon le deviendront de plus en plus, parce que c'est des allers-retours entre le dedans et le dehors, et éventuellement le mitard. Ben voilà, tu l'as super bien dit. Non, mais c'est vrai qu'à partir du début des années 2000, il y a eu des modifications législatives qui ont permis, du coup, de répondre par l'incarcération aux problèmes posés par les fous, entre guillemets. Donc, ça coûte beaucoup moins cher d'enfermer les personnes qui ont des problèmes ou qui sont un peu hors normes. De les enfermer en prison, c'est moins cher que d'ouvrir des hôpitaux psychiatriques dignes de ce nom, hein, parce que c'est pas beau à voir non plus. Mais alors après, du coup, ce qui est hyper compliqué, et on en parlait, c'est que il y a plein de prisonniers qui deviennent l'isolement, l'enfermement, l'absence de perspective, la violence institutionnelle leur fait littéralement péter les plombs. Il y en a, ils deviennent fous. Après, du coup, ils sont transférés dans des prisons, hôpitaux psychiatriques où ils sont gavés de médoc et on ne connaît pas très bien les effets secondaires de ces médicaments qui les détruisent complètement et les rendent complètement accros. Et après, le problème, c'est que ces prisonniers-là, ils sont gérés par les autres prisonniers. C'est-à-dire qu'on les met en cellule avec des prisonniers qui rentrent et qui déjà sont assez déboussolés par la détention et qui se retrouvent enfermés avec quelqu'un qui a pété les plombs. Donc du coup, c'est vraiment une catastrophe à l'intérieur de ce point de vue-là aussi, quoi.
Tu disais, Nadia, hier soir que tu avais contribué à un livre qui va bientôt sortir, c'est ça? Oui. Ouais, bah, il se trouve que à partir du moment où mon frère est tombé et que j'ai eu envie de comprendre un peu tout ce qui se passait, je veux juste dire que ce qui me paraît aussi très très important, et c'est pour ça aussi que revisiter la commune, ce qui a pu rendre la commune possible, ce qu'elle nous a appris à nous tous pour continuer à nous battre. Et ben c'est pareil pour les prisons, et quand on s'attaque à un sujet, c'est toujours intéressant, important, même indispensable d'aller voir un petit peu avant ce qui s'y est passé, et aussi pour comprendre même la mémoire des luttes qui a pu traverser l'histoire des prisonniers eux-mêmes. Et du coup j'ai rencontré des vieux prisonniers qui m'ont raconté les grèves de la faim des militants du FLN incarcérés dans les prisons en France par centaines, raconter ces mouvements de lutte, ces destructions de prisons par les prisonniers dans les années 70. C'est pour ça que Michel Chaïevski, lui, c'était le vieux par rapport à Thierry. Donc il y a eu cette transmission-là, c'est-à-dire que quand des jeunes sont arrivés début des années 80 ou fin des années 70, hop, t'avais les vieux, tout de suite, ça discutait, ça se racontait aussi la mémoire des luttes, des revendications, de ce qui avait pu être obtenu, ce qui n'avait pas pu être gagné et qui restait à... Donc voilà, cette histoire de mémoire et de transmission, elle est super importante encore aujourd'hui, continuer à raconter tout ça. Et j'ai perdu le fil de ta question. Non, c'était une question sur parce que du coup effectivement ce livre qui s'appelle À ceux qui croient à ceux qui se croient libres, voilà, c'est celui qui a été à l'autre. Oui, c'est ça. À l'autre, mais oui, c'est ça. Et donc du coup après j'ai été sollicitée par 3 personnes qui sortaient de prison dans les années 2000 et qui avaient envie de reprendre le flambeau, continuer à réfléchir après ce qu'ils avaient vécu à l'intérieur. Ils avaient envie, bon voilà, à l'extérieur, de continuer à faire sortir toutes ces informations. Et ils sont venus me voir parce que voilà, comme j'avais déjà fait pas mal de radio et je connaissais un petit peu, c'était une manière de continuer ensemble. Et on a créé l'Envolée et on a écrit donc beaucoup d'articles, on a fait un journal nous-mêmes tous, c'était un super gros boulot, et à chaque numéro il y avait un article de fond. Et Olivier Cueto, qui était l'une de ces 4 personnes qui a créé l'Envolée, est morte l'année dernière au mois de mars. Et du coup, j'ai eu envie de reprendre un peu tous ces textes qu'on avait pu écrire ensemble. Et je me suis rendu compte à quel point ils étaient, d'actualité. Donc, c'était début Sarkozy. Donc il s'est passé pas mal de choses dans les années 90 et puis début des années 2000, et beaucoup de choses qu'il est important aujourd'hui de revisiter pour mieux comprendre ce qui se passe là maintenant, parce que c'est pas que depuis Macron que les choses déconnent, hein. C'est bien antérieur, hein. Donc c'est important de savoir ce qui s'est passé un petit peu avant, et notamment il y a pas mal de choses, la victimisation, la mise en place de la victimisation, la juridictionnalisation. Ça veut dire quoi, la victimisation ? C'est-à-dire que à partir de la fin des années 90 et 2000, c'est un sujet qui n'a pas été tellement fouillé, mais il y a la mise en place des victimes qui participent à la peine. C'est-à-dire les victimes deviennent des gens qui sont intégrés par exemple, à comment se passe la peine, quand la personne elle va sortir, de les en informer pour voir si elles sont d'accord à la limite pour que la personne elle puisse sortir. Enfin, intégrer les victimes donc au déroulé et à la peine, ce qui est quand même un peu un délire, puisque théoriquement la justice elle doit être impartiale et faire pour le bien commun. Enfin, là on est dans la théorie, hein. Et pas du tout pour être un outil de vengeance personnelle et encore moins collectif. Donc voilà, on est quand même sur des trucs assez... Et puis avec tout un fonds d'indemnisation des victimes qui font que plus tu es victime et plus tu gagnes de l'argent. Donc tu as même intérêt à te déclarer super victime, quoi. Donc il y a toute une manière d'appréhender maintenant aujourd'hui les choses qui sont différentes. Je donne un exemple. Parce que moi, c'est un exemple qui m'a frappée. Ma mère était postière.
Donc du coup, elle s'est fait braquer 1 ou 2 fois au cours de sa vie de postière, hein, comme voilà, c'est à l'époque. Et jamais je l'ai entendu dire en rentrant à la maison, je suis victime, il faut que je fasse, que j'aille voir un psy parce que je suis choquée. Là, il m'est arrivé un truc complètement dingue. Je suis traumatisée. J'ai jamais entendu des gens parler comme ça. Et là, je pense même à Mesrine, à un moment, est obligé de prendre une voiture pour s'échapper. Il met le conducteur dans le coffre, il le libère un peu plus loin, le mec est interviewé et il est presque en train de se marrer, quoi, en disant j'ai été pris en otage, enfin j'ai été dans le coffre pendant... Mais aujourd'hui, c'est carrément une séance de plusieurs années chez un psy. Tu vois, on a une manière d'appréhender les problématiques qui sont une façon individuelle de choc, où il faut qu'on aille voir des psys, qu'on demande de l'argent, du dédommagement, que tout est négociable en argent. Enfin bon, il y a tout un processus qui a été mis en place qui a changé vraiment considérablement les rapports et notre appréhension, notre manière d'appréhender les choses, quoi. Je voudrais que pour ma gouverne personnelle, que tu nous dises qu'est-ce que c'est une comparution immédiate. Alors, la comparution immédiate, c'est quelque chose qui s'est carrément développé énormément donc depuis 30-40 ans. Au début, ça regardait vraiment des faits spécifiques, c'est-à-dire tu volais un truc, tu te faisais choper, mais vraiment choper sur le fait, quoi. Et donc, du coup, tu passais en comparution immédiate. Alors que maintenant, tu peux passer en comparution immédiate pour avoir commis un fait il y a quelques mois, voire... ça s'est complètement élargi. Et aujourd'hui, je voudrais pas dire trop de bêtises, mais on est quand même, disons que je vais faire une fourchette comme ça, du coup, je dirais pas de conneries. On est entre 80 et 90% des procès qui se passent en comparution immédiate. La comparution immédiate, c'est, il faut le dire, une instruction faite par la police. Il n'y a pas de juge, c'est les flics qui font l'instruction. Tu passes en procès donc devant un juge, c'est un abattage, ça dure 1/4 d'heure, sur donc les témoignages de policiers, c'est-à-dire sans possibilité de t'exprimer ou de faire une enquête quelle que soit, et avec un avocat commis d'office qui a lu le dossier 5 minutes avant, qui sait même pas ce qu'il y a dedans. C'est hallucinant, quoi. Il faut aller devant aller aux tribunaux pour voir un peu comment ça se passe. Les comparutions immédiates, c'est un véritable scandale, un déni de justice, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est la majorité aujourd'hui des procès qui se passent en France. Et qui aboutissent à des emprisonnements. Alors, qui aboutissent à des emprisonnements et en plus à des peines de plus en plus sévères, puisqu'on peut aller jusqu'à 10 ans, me semble-t-il, alors qu'avant, on était dans des mois ou peut-être une année. Mais là, vraiment, la longueur des peines aussi, enfin, je veux dire, mettre 10 ans dans ces conditions-là, c'est quand même... C'est pas mal, quoi. Tu m'as montré... Oui, c'est ça. Du coup, ce que je voulais faire, c'était terminé peut-être en redonnant la parole à Thierry, en fait. Voilà, je me disais que c'était bien de pouvoir terminer comme ça. Dans un article qu'il a intitulé « L'humanisme est la politesse des salauds ». Aujourd'hui, alors c'était en 2001. Aujourd'hui, la France a peur de ses enfants. Les politiques semblent tous extrêmement préoccupés par ce sujet grave et sensible. Nous pouvons imaginer que les échéances électorales n'y sont pas étrangères. L'insécurité, cheval de Troie de tous les politiques, entre vaches folles, moutons tremblants et porcs fiévreux. Il est évident que nous avons bien plus à craindre et à redouter des hordes de sauvageons que de l'insécurité alimentaire, chimique, industrielle, économique, politique. Les jeunes, les minorités pauvres sans droit, sans vote, sans voix, sans pouvoir, cibles idéales. Moins de place à l'école revient à plus de place en prison. C'était parce que c'était quand même terriblement d'actualité également. Et du coup, je te remercie beaucoup, Nadia. On te remercie beaucoup d'être venue, d'avoir partagé ce moment avec nous.
Je vous invite à venir voir le livre qui est juste là, que vous pouvez acheter pour regarder un petit peu d'autres témoignages, d'autres prisonniers qui sont consignés dans ce livre. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain événement Déprisonné, et vous pouvez continuer d'explorer un petit peu tous ces questionnements à partir de la prison d'Autun, mais plus largement autour de l'enfermement, sur notre site déprisonné.org, et je vous dis à bientôt.